Bonjour, merci de votre présence. Donc, je voulais dire un petit mot. Enfin, on inaugure ce soir la première conférence des rendez-vous philosophiques d'Orléans-Tours, qui s'inscrit donc dans un long cycle sur la question de l'animal. On aura demain une autre conférence d'Aurélien Berland sur la question de l'abattoir. Je vais être très brève pour dire quelques mots de ces rendez-vous philosophiques. Donc, ce sont des rendez-vous sur toute l'académie, avec deux temps, un temps sur les lycées et un temps en ville, pour faire valoir un petit peu l'implication de la réflexion philosophique dans la cité, avec des événements aussi qui auront lieu à la médiathèque. On avait invité en 2014 pour le lancement des rendez-vous philosophiques d'Orléans-Tours Thierry Hoquet, qui était un peu pris par son travail et qui n'avait pas pu venir à ce moment-là. Et là, on est très heureux vraiment de le recevoir aujourd'hui. Donc je vais dire un petit mot pour le présenter. Donc Thierry Hoquet est professeur de philosophie à l'université de Paris 10 Nanterre, spécialiste de l'histoire, de la philosophie et spécialement de la biologie. De 2012 à 2016, il est professeur de philosophie à l'université Jean Moulin Lyon 3, avant de devenir professeur des universités à l'université de Nanterre Paris 10 en septembre 2016. On lui doit plusieurs ouvrages majeurs sur l'histoire et la philosophie de la biologie, parmi lesquels Buffon, Histoire naturelle et philosophie, publié chez Honoré Champion en 2005, Buffon-Linné, Éternels rivaux de la biologie, Darwin contre Darwin, Comment lire l'origine des espèces. En 2011, il a fait paraître une grosse traduction de la première version de l'origine des espèces de Darwin, qui date de 1958. Et il a rendu ainsi accessibles des textes qui étaient peu connus de Darwin, qui étaient présentés dans ses manuscrits et sa correspondance. Il a consacré beaucoup de ses travaux, plusieurs de ses travaux, à la question du genre, pour essayer un petit peu de dépasser d'un côté l'essentialisme ou le naturalisme des sexes et de l'autre l'idée selon lesquelles les sexes ne relèveraient que d'une construction sociale et idéologique, pour les confronter à ce qu'il appelle le réalisme de la biologie. Et dans le cadre de cette confrontation, ce qu'il a voulu montrer, c'est la diversité des animaux, qui sont aussi bien du côté de l'hétérosexualité que de l'homosexualité, qui n'est pas forcément l'homosexualité quelque chose qui est lié à la rareté, mais qui peut être aussi une affinité de choix. Donc je vais indiquer plusieurs de ces ouvrages là-dessus. La virilité, à quoi rêvent les hommes, Paris Larousse, dans la collection Philosophie en 2009. Des sexes innombrables, le genre à l'épreuve de la biologie, qui est vraiment un très grand texte philosophique, aux éditions du Seuil en 2016. Il a aussi publié, Thierry Hoquet, une très belle anthologie en 3 volumes sur la question du sexe, du genre, qui s'appelle Le sexe biologique, anthologie historique et critique, qui est vraiment un outil de travail qui me semble vraiment important, qui couvre qui va de l'Antiquité à nos jours. Thierry Hoquet mobilise aussi une réflexion sur la technique, avec une réflexion sur les cyborgs, où il évoque dans ce cadre-là Donna Haraway, qui semble une féministe quand même vraiment intéressante. Il a aussi, appréciant beaucoup la diversité de l'animal, il a apprécié aussi de varier les genres, donc on lui doit aussi un roman, Sextus Nullus ou l'égalité, où il s'agit un peu d'une utopie de quelqu'un qui souhaite faire que les individus se mobilisent pour défendre cette égalité des sexes. Et je crois que vous avez aussi une activité de théâtre, il me semble. Pas vraiment. Voilà, donc ces derniers textes 2017, Des Cides ou la liberté, ou il y en a d'autres après. Le 3e tome de l'anthologie, d'accord. Ce soir, je crois que vous n'allez pas nous parler spécialement de la question du genre, mais plutôt de la diversité animale et de la question animale, non pas seulement du point de vue de l'éthique ou de l'éthologie, mais plus du côté de l'imaginaire et la diversité de l'imaginaire que suscite en nous l'animal, aussi bien du côté du religieux, du culinaire, du sexe, du social,
voilà. Donc on vous écoute là tout de suite avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, merci de votre accueil et puis merci de votre invitation à parler sur l'animal. C'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. En 1995, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur l'animal chez Condillac avec Elisabeth de Fontenay, et depuis j'ai continué à travailler sur les sciences de la vie et sur l'animal sous toutes ses formes. Mais disons que le propos que je voudrais tenir ce soir, c'est un propos qui prend acte de certaines modifications qui ont eu lieu dans la question animale, au sens où moi j'ai toujours étudié l'animal comme un objet philosophique, comme un objet théorique en fait. J'ai étudié les discours sur l'animal beaucoup. Et puis la dernière fois que j'ai fait cours sur l'animal, c'était à Nanterre en 2016. Eh bien, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus faire cours comme ça. C'est-à-dire on ne pouvait plus parler de l'animal simplement comme un objet théorique ou philosophique, ou voir la figure de l'animal dans l'histoire de la philosophie, parce qu'il y avait un ensemble de questions d'urgence éthique et politique qui saisissaient les étudiants. Et bien sûr, c'était des questions qui tournaient autour du végétarisme, du véganisme. La seule question qui intéressait les étudiants, en fait, c'est « pouvons-nous les tuer ?» Et donc, voilà, c'est du coup, en discutant avec les étudiants, en voyant comment le cours était reçu, pas reçu, d'abord j'ai arrêté de faire cours sur l'animal, mais je me suis mis à réfléchir un petit peu à la question autrement, reprendre les choses différemment, et c'est ça que je voudrais vous présenter ce soir. Donc, tout d'abord, je vais commencer par une histoire qui a l'air très éloignée de tout ça. Je vous montre un ouvrage très ancien, ici c'est une édition de 1601, de la vénerie de Jacques Dufouillou, et d'une page d'un chapitre qu'il consacre au blaireau. Alors, oui, en effet. En fait, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a fait aller voir ce texte, c'est qu'en 1765, au tome 7 de son Histoire naturelle, Buffon donne l'histoire naturelle du blaireau, et il prend grand soin de noter l'unicité de l'espèce du blaireau, et il distingue notamment, il revient en particulier sur une distinction qui est faite ici dans la vénerie de Dufouillou, les blaireaux porcins et les blaireaux chenins. Et en fait, c'était un thème très courant dans l'histoire naturelle, et ce livre a connu plusieurs éditions, et Buffon attaque par là des représentations mythologiques en quelque sorte, qui ont conduit d'ailleurs à des erreurs, puisqu'au bout d'un moment, on s'est mis à représenter des blaireaux qui avaient un groin en fait, avec cette idée qu'il y avait des blaireaux porcins, et donc des sortes d'hybrides entre des blaireaux et des porcs qui étaient représentés, et ça a énervé énormément Buffon, qui considérait que c'était des sortes de légendes qui infestaient l'histoire naturelle, et dont sa tâche à lui, Buffon, au XVIIIe siècle, c'était de débarrasser la science en fait. Et en particulier, il reproche à un naturaliste italien, Ulysse Aldrovandi, un autre naturaliste du XVIe siècle, d'avoir fait référence à cette dualité des blaireaux, les blaireaux porcins et les blaireaux chenins. Alors, les blaireaux porcs et les blaireaux chiens, si vous voulez. Et voilà ce qu'il écrit à propos de ce qu'écrit Aldrovandi. Il lui reproche bien sûr d'avoir repris cette image d'un blaireau à nez de cochon, mais il écrit que Aldrovandi, en fait, a un vice de compilateur. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux animaux, mais à travers les livres. Il lit. Aldrovandi lit tout ce qui existe, tout ce qui a été écrit sur tous les animaux, et il compile. Donc ici, vous voyez, à l'occasion de l'histoire naturelle du coq ou du bœuf, il vous raconte tout ce qui a jamais été dit des coqs ou des bœufs, tout ce que les anciens en ont pensé, tout ce qu'on a imaginé de leur vertu, de leur caractère, de leur courage, toutes les choses auxquelles on a voulu les employer, tous les contes que les bonnes femmes en ont fait, tous les miracles qu'on leur a fait faire dans certaines religions, tous les sujets de superstition qu'ils ont fournis, toutes les comparaisons, etc. Tout. Et il termine en disant qu'on juge après cela de la portion d'histoire naturelle qu'on doit s'attendre à trouver dans ce fatras d'écriture. Alors c'est un texte dont Michel Foucault fera grand cas dans Les mots et les choses, puisqu'il y voit une sorte de tournant épistémique. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que, en fait, pendant longtemps, j'ai embrassé le point de vue de Buffon, et j'ai compris en quelque sorte la nécessité qu'il y avait à purifier l'histoire naturelle et la science de tout un ensemble de choses qui relèvent, on pourrait dire, de ce que Buffon appelle une érudition inutile, c'est-à-dire à purifier la science de toute la culture. Et aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'en réalité, c'est peut-être Aldrovandi qui a raison,
Et donc on pourrait dire que l'idée de la présente intervention, ce que je veux vous dire ce soir, c'est qu'il faut peut-être donner tort à Buffon, dire que c'est Aldrovandi qui a raison, et qu'un animal nous intéresse pour toutes ses dimensions, dimensions héraldiques, symboliques, juridiques, et pas seulement pour des raisons naturalistes ou biologiques. Donc c'est ça que j'essaye de désigner à travers cette fantasmatique animale, c'est la manière dont nos représentations des animaux ne sont pas simplement éthologiques, elles sont infestées de significations, de symboles, de cultures et de fantasmes. Voilà. Donc défendre Aldrovandi en quelque sorte contre Buffon. Quel est en effet le bon regard, la bonne distance pour parler des animaux? Il me semble que comme Buffon nous propose l'éthologie, comme seule aune, comme seule juste mesure du bon rapport aux bêtes et à la réalité, l'éthique animale nous propose également une entrée. Elle nous explique que ces êtres qu'on appelle animaux, ce sont des êtres sentients. Alors vous avez peut-être entendu ce vocable, sentience, c'est la manière dont aujourd'hui, à partir de l'anglais, on désigne en français le fait que ce sont des êtres sensibles. Ils peuvent souffrir, ils ont des intérêts vitaux, etc. Donc cette question de la sentience, ce fait que les animaux ont un intérêt à vivre, c'est cela, selon les partisans de l'éthique animale, ceux qui étudient cette discipline et qui veulent promouvoir en quelque sorte un autre rapport aux bêtes, c'est cela qui nous intime un respect quasi inconditionnel, c'est cela qui doit déterminer notre unique rapport à l'animal ou aux animaux. Donc évidemment il y a plusieurs sortes d'éthique animale, je ne veux pas tout aplatir, hein. Il y a de différentes raisons, disons, de prendre soin des bêtes et de réfléchir à nos manières d'agir et de transformer éventuellement ces manières d'agir. Mais il me semble qu'il y a malgré tout une ligne qui se dessine, c'est que pour ces penseurs et les militants qui défendent ces idées, l'éthique est le commandement suprême. L'éthique est ce qui doit régler tous les comportements des humains, et en particulier, les humains sont coupables de mettre en avant leurs intérêts ou les intérêts de leur espèce et de traiter les autres vivants comme des moyens et non comme des fins. Donc cet impératif éthique, il nous invite à revisiter les frontières du nous. Longtemps, le nous, ça comprenait simplement, c'était circonscrit à la sphère humaine, au bord de notre espèce, et soudain ce nous se trouve élargi, de nouvelles figures frappent à la porte et réclament qu'on les traite avec les égards dus à leurs conditions. Alors, si la question éthique nous saisit par sa radicalité et son urgence, il y a, à mon sens, ici plusieurs problèmes que cette approche provoque et que je voudrais souligner et analyser. De même, je dirais que Buffon se trompe en révoquant Aldrovandi, c'est-à-dire en voulant isoler une éthologie qui serait privée de tout symbolique et débarrassée de tout symbolique. Et bien de même, l'éthique animale, on peut dire, assèche l'animal comme motif en le rendant équivalent à la sentience. Buffon comme, l'éthologue comme l'éthicien, l'un comme l'autre, font des gestes philosophiques forts, mais je dirais qu'ils s'assoient sur un élément non négligeable, et que cet élément non négligeable, c'est la culture. Buffon dit l'érudition, mais peut-être que les éthologues, comme les éthiciens, comprennent cette phrase très surprenante de Condillac, sur laquelle je reviendrai, mais il serait plus curieux de savoir ce que sont les bêtes si ce n'était pas un moyen de connaître mieux ce que nous sommes. Alors c'est une phrase mystérieuse que je jette ici et sur laquelle je reviendrai, mais ce sentiment finalement que, alors pour ce qui concerne l'éthique, en fait, il y aurait un souci qui hante l'éthique animale et qui serait le suivant: pourquoi fait-on aux bêtes ce que nous refusons éthiquement de faire à d'autres êtres humains? Donc ici, ça s'illustre par un topos sur lequel je reviendrai, mais qui consiste par exemple à dire que la vache est tout simplement une maman et que le veau est tout simplement un bébé.
Et que donc, comme on ne mange pas les bébés humains, pourquoi est-ce qu'on irait manger d'autres bébés? Alors ici, on voit que le raisonnement fonctionne sur l'assimilation de toutes les formes de vie dans une sorte de projection anthropomorphique et émotionnellement chargée de la catégorie maman et de la catégorie bébé. Donc ici, on voit que la provocation de l'éthique animale, c'est de dire qu'il y a au sein de l'éthique des incohérences qu'il faudrait régler. Mais les pratiques impliquant humains et non humains se lisent et se comprennent à d'autres niveaux que l'éthique. Alors je vais continuer sur cet exemple du lait précisément. Qu'est-ce que ça veut dire de dire que boire du lait, ça n'est pas simplement voler le lait d'un bébé veau. On nous dit que le lait, c'est ce qu'une maman produit pour nourrir son bébé. Et donc, en buvant du lait de vache, nous commettrions en fait deux crimes. D'une part, nous volons, ou nous volerions, le lait d'un bébé, ce qui est très méchant, vous me l'accorderez. Mais d'autre part, nous serions des adultes régressifs, puisque nous avons passé l'âge du sevrage, et donc nous devrions nous passer de lait tout bonnement, d'accord? Des adultes régressifs qui continueraient donc à boire du lait bien après le sevrage, ce qui est ridicule à tout le moins. Mais il me semble qu'une telle approche, qui semble empreinte de bon sens et qui joue sur justement l'adhésion que nous faisons au fait qu'effectivement la vache est bien la mère du veau, donc on peut les décrire comme la maman et son bébé. Une telle approche fait, il me semble, l'impasse sur le fait, par exemple, de la longue histoire qui unit les peuples pastoraux à leurs troupeaux. Non seulement on peut dire que l'astronomie, par exemple, a été découverte par le fait que nous avons des troupeaux. C'était l'hypothèse de Fontenelle, hein, que l'astronomie était une invention liée à l'oisiveté des bergers qui dormaient à la belle étoile. Hein. Donc, vous voyez, sans les troupeaux, sans notre histoire avec les troupeaux, nous n'aurions pas l'astronomie. Donc, vous imaginez un monde sans astronomie, c'est-à-dire on croirait encore que le Soleil tourne autour de la Terre. Tout ce qui ne se serait pas passé dans l'histoire intellectuelle humaine. Mais, indépendamment de cet aspect culturel, je dirais, il y a eu, entre nous et les bêtes, une longue coévolution qui nous a rendus capables, par exemple, de digérer le lactose bien après le sevrage. C'est-à-dire que la vie avec les bêtes, la vie avec les troupeaux, nous a transformés et nos rapports avec elles impliquent bien plus et bien autre chose que le face-à-face de deux intérêts à vivre. Notre histoire humaine s'est faite dans ce compagnonnage et dans cette impureté. Donc, c'est en ce sens que j'ai parlé dans la diapo précédente d'un laminoir de l'éthique. Ça veut dire qu'en fait, tout notre rapport, les rapports entre les humains et leurs troupeaux, par exemple, est passé au laminoir de l'éthique. Ça veut dire on le réduit à la dimension est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Alors qu'en réalité, le rapport qui unit les humains à des êtres vivants comme les animaux domestiques implique bien plus que cette simple question du face-à-face éthique. Nous ne sommes pas des humains qui domestiquent des bêtes, nous ne sommes ce que nous sommes, et nous ne sommes devenus ce que nous sommes que grâce à ce compagnonnage. Nous sommes aussi inséparables des animaux que de nos techniques. Donc, voilà en quelque sorte le premier point, et je dirais que cette éthique est en réalité fondée sur ce que j'appellerais ici pas seulement un anthropomorphisme, mais un égomorphisme démesuré. Alors je vais prendre comme exemple de cet égomorphisme une personnalité médiatique, mais qui est assez emblématique, il me semble, d'un ensemble d'argumentation, et qui en tout cas a un grand retentissement public. C'est l'exemple de Émeric Caron. Je pense que tout le monde a croisé son doux visage et son beau carré. Vous voyez à quoi il ressemble à peu près? Non. Alors,
Voilà ce qu'on trouve dans son livre, qui, si je me souviens bien, s'appelle Antispéciste. La conscience, c'est-à-dire notre capacité à voir le monde et à l'éprouver, aurait pu nous être offerte dans le corps d'un cheval, d'un chien, d'une souris, d'un poisson, d'une mouche, ou que sais-je encore. Seul un coup du sort nous a fait naître humains. Et un peu plus loin, donc si on ne parle que des insectes et non des autres animaux, il faut déjà considérer que nous avions une chance sur 200 millions de nous incarner en humain plutôt qu'en coccinelle ou en moustique. Alors, l'idée générale, c'est quoi? C'est nous, les individus humains, nous sommes définis par une conscience, par une sensibilité, et finalement, le corps dans lequel nous sommes tombés est simplement accidentel. Alors, il se garde bien dans d'autres pages de dire qu'il s'agit de, comment ça s'appelle, de réincarnation. Là, il ne croit pas à la réincarnation, mais on a cette espèce de mystique d'un moi qui serait décorporé et qui pourrait, comme cela, atterrir dans différentes formes de vie. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la mise sur le même plan de tout un ensemble de formes de vie, d'existence, et ce que j'appellerais ici le trope de la substituabilité des places. C'est-à-dire qu'en fait, toi ou moi, mais toi et moi, ça peut être n'importe quel être vivant en quelque sorte, nous sommes substituables en fait. C'est-à-dire ce que je suis moi n'est moi que par un hasard, ici une contingence radicale. Alors voici l'expérience de pensée à laquelle il nous invite, je la trouve très amusante, donc je voudrais la partager avec vous. Nous réalisons, écrit-il, tous, donc j'espère que vous l'avez réalisé également, moi je me suis posé la question en la découvrant, nous réalisons tous parfois l'expérience de pensée consistant à nous imaginer dans le corps d'une vedette ou d'une personne enviée. Ah, si j'étais né Madonna, j'aurais eu une belle vie. Mais bon, j'espère que vous vous êtes posé cette question en tout cas. Si j'étais né Madonna. Beaucoup plus rarement, écrit-il, il nous arrive de croiser un rat dans la rue et de nous dire « ça pourrait être moi ». Et pourtant, c'est la réalité. Donc, s'imaginer être Madonna ou s'imaginer être un rat, c'est pour Émeric Caron la même chose. Moi qui écris ces lignes, je pourrais être vous. Oh là là, ça avance là un peu, mais vous qui lisez mon texte, mais je pourrais encore être mon chat ou la souris qu'il va pourchasser. Donc, ce que je trouve vertigineux dans cette affaire, c'est ce trope de la substitution des places et l'idée que finalement, il n'y a plus de frontières. On rejette la réincarnation parce qu'elle est sans fondement scientifique, mais on promeut l'idée d'une conscience décorporée qui pourrait s'incarner dans n'importe quel support. Ce qui ne fait pourtant pas sens, c'est de savoir ce que serait moi si je n'étais pas dans ce corps, vous voyez ? On fait tous l'expérience, si vous voulez, d'une profonde affinité et consubstantialité, je dirais, entre cette personne que nous sommes et la chair que nous avons. S'imaginer soit dans autre chose que ce corps, même dans le vôtre ou dans un autre, enfin, vous voyez, c'est quelque chose d'absolument vertigineux qui prend une dimension totalement, je ne sais pas si je dois dire métaphysique ou fantasmagorique, quand on l'imagine projeté dans le corps d'une coccinelle, d'un moustique, d'un rat ou d'un chat. Donc, vertige de la conversion des possibilités d'existence, ça pourrait être moi, avec cette idée que, du coup, comme ça pourrait être moi, je me dois à une forme de compassion, je dois refuser de maltraiter quelque forme vivante que ce soit, car je pourrais être elle. Donc, ici, on voit ce que j'ai appelé donc cet égomorphisme, hein, c'est-à-dire toute forme vivante devient le support possible de moi. Au-delà de cet exemple que j'ai trouvé distrayant, mais qui a ses limites et qui ne représente peut-être que la pensée de son auteur, même s'il a énormément de succès, je dirais que la réflexion qui passe tout au prisme de l'éthique s'appuie sur un sentiment de gêne ou de compassion universelle, comme on l'a vu dans l'exemple de Caron, une compassion universelle qui est liée à ce que j'appellerais la volonté d'abolir la relation entre prédateur et proie. Nous avons en fait une hostilité foncière, nous abhorrons la relation prédateur-proie.
Et nous sommes accoutumés à cela dès le plus jeune âge. Vous ne voulez pas que le loup mange les 3 petits cochons, on est d'accord. Personne ne veut ça. Et on est tous soulagés à la fin quand le loup est bien châtié. Eh bien, ces histoires, on en rencontre beaucoup. Peut-être vous avez fréquenté cet album du Père Castor, Marlaguette, qui est en fait l'histoire d'une petite fille qui entreprend de rendre un loup végétarien. Donc elle le fait, vous voyez, il a de la paille dans la bouche, là. Alors évidemment, parce que c'est mal de manger, il y a quelque chose de... C'est mal de manger les autres. Donc le loup doit apprendre à manger de l'herbe. Et puis à la fin, comme elle a compris que malgré tout, le loup va bientôt crever, elle accepte qu'il continue son mode de vie d'avant, à condition qu'il se cache. Voilà, donc il y a ce complexe de Marlaguette qui consiste à vouloir rendre les prédateurs végétariens. Nous ne voulons pas qu'il y ait de proie, en fait. Nous sommes résolument hostiles à l'idée que quelqu'un soit mangé, que quelque chose soit mangé. C'est la relation même qui unit le prédateur et la proie qui nous paraît cruelle et inadmissible. Et j'en donnerai comme second exemple le fait, un autre conte que vous connaissez sans doute, un autre album du Père Castor qui s'appelle Roule Galette. Qu'est-ce qui se passe dans Roule Galette? Ici, il ne s'agit pas de manger un être vivant, vous voyez, un être sensible. Il s'agit de manger une galette. Une galette qui a été faite à partir de 3 petits grains de blé trouvés dans le grenier, et j'en passe. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? La galette s'émancipe, bien sûr. Comme toute créature, elle veut mener sa vie propre. Et nous sommes empathiques avec cette héroïque galette qui roule et qui berne ainsi tous les prédateurs qui voudraient la dévorer. Et donc ici, le complexe de roule-galette, ça nous montre que par projection égomorphique, je dirais, ou anthropomorphique plus généralement, eh bien, nous nous identifions à cette galette et nous ne voulons pas qu'elle soit mangée. Nous avons pitié d'elle. Nous pouvons être empathiques avec cette galette de blé et de beurre, comme avec n'importe quel animal dont on nous dit qu'il va être mangé. En fait, il y a une peur terrible de ce que c'est que être mangé, et du coup une angoisse qui nous saisit relativement à ce que c'est qu'être des vivants qui ont besoin de manger et donc en quelque sorte de détruire pour survivre. Donc c'est cela qui m'emmène vers la fantasmatique animale, c'est-à-dire de quel désir finalement les mouvements végétariens appuyés sur des postulats d'éthique animale, de quel désir sont-ils le symptôme? Qu'est-ce qui se joue dans cette obsession relativement à ce geste que nous commettons tous les jours et qui consiste à manger? Alors je voudrais indiquer également qu'il y a dans cette affaire une réflexion à mener concernant justement la catégorie de animal, une ambiguïté relative à la catégorie de animal. Alors, nous savons qu'il y a un ensemble d'êtres que nous désignons comme des animaux, que nous distinguons notamment des végétaux, des minéraux, mais que nous distinguons également par rapport aux humains, en fait. Alors, on rappellera que l'humain est un animal, tout le monde le sait, animal rationnel, animal qui a le rire, animal qui... voilà, mais bon, des animaux, donc très divers, à ce que Derrida a appelé l'animaux. Vous voyez comment ça s'écrit, A-N-I-M-O-T, avec cette idée qui est portée par Derrida que le terme animal est un piège. Un piège au sens où il permet d'unifier, et si l'on y réfléchit bien, c'est vrai que ça a quelque chose de saisissant, des formes de vie aussi différentes que on va reprendre les exemples de tout à l'heure, les coccinelles, les moustiques, les moucherons, les baleines, les chiens, les chats, leurs puces, vous voyez. Donc, animal, c'est vrai que c'est un terme saisissant au sens où il englobe quantité de formes de vie qui peut-être mériteraient d'être désignées de manière plus spécifique. Alors l'animal, Derrida a donc désigné par là un piège dans lequel sont pris en quelque sorte toutes les formes de vie qui ne sont pas humaines, puisque à partir de là, elles deviennent en quelque sorte peut-être consommables ou mobilisables, manipulables, etc. Alors, en même temps, il me semble que, indépendamment de cette critique du terme d'animal, quand on décrète que l'on ne mangera plus aucun produit d'origine animale,
parce qu'il relève d'une forme d'exploitation, eh bien, on redonne au terme d'animal une forme de pertinence, puisqu'en fait, cela revient à ne plus faire aucune différence entre le poulet, la crevette, etc. C'est-à-dire, s'il y a notamment des véganes, et si toute vie sentiente doit être respectée, on pourra dire que qui mange un œuf tue une poule, qui boit du lait vole un bœuf, de la crevette au porc et du poulet à l'éperlan, la vie se décline en quelque sorte univoque dans sa sentience, et cela se traduit par un identique interdit dont seuls peut-être les huîtres réchapperont. C'est parfois écrit que effectivement les huîtres, poumons marins, peuvent faire exception à l'abstinence. Donc, comment on se situe par rapport à ce terme d'animal? Qu'est-ce qu'il désigne? Est-ce qu'il a une pertinence? Est-ce que c'est un piège théorique qui relève de l'histoire de la métaphysique occidentale? Ou bien est-ce que, au contraire, il a un sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt en revenir aux bêtes? Je donne juste deux exemples de livres qui font référence aux bêtes dans leur titre. L'Esprit des bêtes de Toussenel, qui date de 1868 et sur lequel je reviendrai. C'est un auteur un peu fou, pas très fréquentable, mais à ce titre intéressant à fréquenter du coup. Et Elisabeth de Fournay, Le silence des bêtes, dont j'ai dit qu'elle était ma directrice de maîtrise il y a bien longtemps déjà. Mais voilà. Donc, cette catégorie animale, qu'en faire, sachant que, comme je l'ai dit, et il me semble que c'est un des points que je voudrais souligner ce soir, toutes les places ne sont pas substituables. C'est-à-dire, être un toutou ou être un cochon, ça n'est pas la même chose, de même qu'être une coccinelle ou être une puce, ça n'est pas la même chose. Voilà. N'en déplaise au vertige de la métempsycose. Et pourtant, une certaine éthique animale joue sur cette substituabilité des places, on l'a vu, et un des premiers tropes qui m'a été donné de rencontrer quand je me suis intéressé à cet aspect de la question, ça a été celui des chiots martyrisés. Parce que précisément, pour nous expliquer en quelque sorte tout le mal qu'on fait aux poulets ou aux agneaux ou aux porcelets, bien, une certaine éthique animale prend l'expérience de pensée suivante, a dit, et imaginez que dans votre comment ça s'appelle, une cave, là, dans une cave, on élève des chiots pour les martyriser. Voilà. Qu'est-ce que ça donnerait? Et en fait, c'est quelque chose qui revient très souvent dans cette littérature, c'est pour ça que je parle d'un trope. Le chiot martyrisé pour nous faire prendre conscience de la souffrance faite à d'autres formes vitales, vivantes. Et effectivement, c'est un thème qui porte parce que tout le monde adore les chiots, si bien que la sensibilité qu'on leur porte n'a pas de limite, et tout ce qui sera comparé à nos toutous chéris fera immédiatement l'objet de mon empathie, de ma compassion. Alors qu'est-ce qui fait du chien quelque chose d'exceptionnel dans le paysage des animaux, des bêtes? Je crois que c'est une histoire très ancienne. D'abord une histoire de compagnonnage dont la philosophe Donna Haraway, que Isabelle Crière a rappelé, cité en introduction, a fait un très beau thème, hein, l'idée justement de cette coévolution entre nous et les bêtes. Et puis ça nous renvoie à des histoires classiques, ainsi au chant 17 de l'Odyssée, quand Ulysse revient à Ithaque, qu'il n'est reconnu par personne, il est déguisé en mendiant, galeux, etc. Il n'est reconnu par personne, sauf par son chien Argos, qui est couché, couvert de tiques sur un tas de fientes et de fumier. Et le chien, qui ne l'a pas vu pendant 20 ans, frétille et frémit à l'approche de son maître, hein. Et en fait, il ne peut pas s'en approcher car il est mourant, en fait, et à peine ayant reconnu et vu son maître, il va s'éteindre, il va mourir. Et c'est la scène, effectivement, qui noue les tripes d'Ulysse. Ulysse, qui a revu son fils, qui ne l'a pas reconnu, etc., etc. Ulysse, tout à coup,
écrase une larme et se cache pour ne pas être vu par le porcher humé. Voilà, donc c'est une histoire très belle, très poignante, dont un poète scientifique, comme on en faisait au XVIIIe siècle, Jacques Delisle, écrit « Et lorsqu'à son retour le chien d'Ulysse absent, dans l'excès du plaisir meurt en le caressant, oubliant Pénélope, Eumée et Ulysse eux-mêmes, le lecteur voit en lui le héros du poème. » Donc le chien qui, en quelque sorte, prend toute la place parce qu'il représente l'exemple même d'une fidélité sans faille. Ce chien est celui qui se souvient en dépit de tout. Alors je voudrais confronter ce chien mythologique, mythique, emblématique, à une histoire que nous raconte Emmanuel Levinas dans un texte de 1975 où il revient sur son expérience de prisonnier en 1942 dans les camps de l'Allemagne nazie. Alors Levinas décrit cette condition inhumaine dans les mots suivants. L'uniforme français nous protégeait encore contre la violence hitlérienne, mais les autres hommes dits libres qui nous croisaient ou qui nous donnaient du travail ou des ordres ou même un sourire, j'aime bien la séquence là, ils nous donnaient du travail ou des ordres ou même un sourire, et les enfants et les femmes qui passaient et qui parfois levaient les yeux sur nous dépouillaient de notre peau humaine. Nous n'étions qu'une quasi-humanité, une bande de singes. Force et misère des persécutés. Un pauvre murmure intérieur nous rappelait notre essence raisonnable, mais nous n'étions plus au monde. Donc voilà cette expérience terrible, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que ça veut dire humanité quand on vous parle de quasi-humanité? Qu'est-ce que c'est que l'humanité affectée du préfixe quasi? Qu'est-ce que c'est que cette bande de singes socialisés? Qu'est-ce que c'est que cette situation où toute interaction avec un être humain, fût-elle aussi sympathique, on pourrait dire qu'un sourire, revient en quelque sorte à m'arracher la peau. Donc c'est un texte qui nous envoie à une situation extrêmement brutale. Hein. Et voici ce qu'écrit Levinas. Et voici que, donc un événement se produit dans cette vie misérable, plus que misérable, que vers le milieu d'une longue captivité, pour quelques courtes semaines et avant que les sentinelles ne l'eussent chassé, un chien errant entre dans notre vie. Il vint, un jour, se joindre à la tourbe, ici le terme qui désigne les êtres humains et qui devient, enfin les prisonniers, et qui devient presque assimilé à la terre, à la poussière, on pourrait dire. Il vint se joindre à la tourbe alors que, sous bonne garde, elle rentrait du travail. Il vivotait dans quelques coins sauvages aux alentours du camp. Et donc, voilà, irruption d'un chien que Levinas et ses compagnons d'infortune appellent Bobby, d'un nom exotique comme il convient à un nom chéri, écrit-il. Ici, on voit le chien réduit, singularisé en fait. Il reçoit un nom propre. Ce n'est plus un animal, ce n'est plus un chien, c'est Bobby, cet individu doté de sensibilité, d'affectivité, cet être support d'affection avec lequel s'établit une véritable relation. Donc, quel rôle joue Bobby dans cette affaire? Ce Bobby devient un compagnon régulier. Il apparaissait, écrit Levinas, aux rassemblements matinaux et nous attendait au retour, sautillant et aboyant gaiement. L'animal réintroduit de la joie, réintroduit de la vie, réintroduit de l'attente, du temps. Il donne aux prisonniers le sentiment d'être attendu, de compter pour quelqu'un. Donc, il ouvre en quelque sorte l'avenir. Et par là, par-delà les manifestations typiques que l'on peut attendre d'un chien, le comportement de Bobby témoigne de l'humanité. L'humanité de Levinas et de ses compagnons de misère. Levinas écrit, pour lui, c'était incontestable, nous fûmes des hommes. Ainsi, Levinas est appelé à faire un détour par les humanités classiques. Et c'est ici que surgit, en quelque sorte, ce que j'appellerais la fantasmatique animale, le chien compagnon de misère, le chien galeux. Ce n'est jamais un simple chien. Pour le prisonnier Emmanuel Levinas, par le chien, il se trouve irrésistiblement transporté
du Stalag à Ithaque. Et il repense donc au chien d'Ulysse, à Argos. Cette histoire qui est devenue le symbole de la fidélité, Lévinas écrit donc « Le chien qui reconnut Ulysse sous le déguisement à son retour de l'Odyssée, était-il le parent d'une autre ?» Donc la question se pose, il y a à ce moment-là un étrange tremblement, le chien devient ce qui est le plus proche en fait, ce qui nous est le plus proche. Et tout à coup, à la grande surprise, on a ce dénouement totalement saisissant, puisque Lévinas s'écrie, proteste, mais non, là-bas ce fut l'Ithaque et la patrie, ici ce fut nulle part. Dernier qu'ancien de l'Allemagne nazie, n'ayant pas le cerveau qu'il faut pour universaliser les maximes de ses pulsions, il descendait des chiens d'Égypte, et son aboiement d'ami, foi d'animal, naquit dans le silence de ses aïeux des bords du Nil. Donc ici, qu'est-ce qui nous est dit? Des choses tout à fait contradictoires, et notamment le fait, je pense que finalement, jamais un chien qui m'aime et qui me regarde ne remplacera l'amour d'un autre humain. Ce regard-là, finalement, compte pour rien. Alors c'est évidemment un texte que je soumets à votre jugement, parce que il me semble que bien loin de la métrique de la sentience qui veut donner à chacun selon ses capacités, pour parler le vocabulaire de la philosophie morale d'aujourd'hui, eh bien, le texte de Lévinas traduit d'un trouble en fait. C'est un texte que l'on ne peut pas lire sans inquiétude, avec son étrange protestation, incantation et peut-être déni, vous voyez. Mais non, en fait. On est face à une conséquence finalement très surprenante qui consiste à mettre l'animal hors circuit de l'éthique. On lui a tout donné, c'est quand même ce chien Bobby, le dernier qu'ancien de l'Allemagne nazie, ça veut dire celui qui considère les humains comme des fins et non comme des moyens, et pourtant il reste en deçà de ce qu'on peut attendre d'un de nos congénères. Donc, pas de substituabilité finalement du chien à l'humain, et pas de substituabilité de Argos à Bobby, ce sont des histoires différentes. Alors, puisque je parle de substitution des places et du rapport, la manière dont l'éthique animale en joue, je prends un deuxième exemple qui nous amène cette fois au rat. Et Peter Singer, dans son ouvrage très célèbre « Libération animale », écrit la chose suivante. Il s'agit cette fois d'expérimentation animale. Quand le ministère de la Défense aux États-Unis, voyant que l'usage qu'il fait de chiens beagles pour tester des gaz mortels soulève une tempête de protestation, propose donc le ministère de les remplacer par des rats, je ne suis pas apaisé. Donc vous voyez ici le refus d'accepter qu'on remplace des chiens par des rats, parce qu'en fait, être un chien ou être un rat, c'est exactement la même chose. Voilà. Ça doit être considéré comme exactement la même chose. Or pour moi, je l'avoue, je suis apaisé, parce qu'il me semble, sans doute, que du point de vue de ce que j'appelle donc ce soir avec vous la fantasmatique animale, eh bien, il est évident qu'un rat ne peut pas être un chien. Un rat signifie tout ce que nous abhorrons, la peste, la vermine, tout en lui suscite l'effroi, et que cet effroi soit injustifié aujourd'hui, scientifiquement invalidé, qu'il soit intéressant de découvrir les prouesses intellectuelles dont les rats sont capables, que Ratatouille et d'autres fictions nous permettent de modifier notre regard sur les rats, tout ça c'est formidable, et il faut en prendre compte, bien sûr, en tenir compte, mais cela n'efface pas en fait toute l'histoire symbolique du rat dans notre culture. Donc c'est ici que j'en viens à Toussenel, l'esprit des bêtes, hein. Donc cet auteur un peu prolifique et sulfureux, voilà ce qu'il écrit sur les rats. Le rat dit les invasions barbares, tel horde, tel rat. À chaque occupation de la superficie correspond une occupation du sous-sol. Il y a eu le rat des Goths, le rat des Vandales, le rat des Huns, il y a le rat normand et le rat tartare. Le rat, comme le barbare, est un fléau que Dieu envoie aux nations civilisées pour les avertir et les punir de leurs égarements. On est à une époque, je pense, où le choléra est toujours une menace, et puis
on voit ici à quel point il est évident que, du point de vue de la fantasmatique animale, un rat ne sera jamais un chien et que je veux l'extinction du rat aussi ardemment que je veux la divinisation du chien. Que m'importe ici la sentience, je ne suis pas physiologue, je ne suis ni éthicien ni éthologue, ni psychologue expérimental, je ne dois pas avoir la connaissance la plus fine des mondes animaux pour pouvoir dire et pour devoir justifier la répulsion insupportable que ma psyché me dicte vis-à-vis du rat. Je dis ça pour vous énerver un peu, mais peut-être qu'il y aura des défenseurs des rats dans la salle, nous verrons tout à l'heure. C'est d'ailleurs, je dirais, la faute primordiale du chat, selon Toussenel. Et là, ceux qui sont comme moi révulsés par les rats ne me pardonneront pas d'être aussi hostile au chat. Alors, je pousse plus loin la limite. Quelle est la faute primordiale du chat, selon Toussenel? C'est que le chat a été admis dans les maisons pour, justement, faire la guerre contre les souris et tout cela. Or, ce que nous dit Toussenel, c'est que les chats ont trahi. Il dit, au lieu d'aspirer à la gloire qui est l'estime de son propriétaire, le chat a conclu sous main son pacte de Judas avec le rat d'égout qu'il avait juré d'oxyre. Que ceux qui croient le chat incapable d'une aussi basse félonie se rendent passer minuit sur le carré des Halles. Là, à la lueur furtive des pâles réverbères, ils seront témoins d'un spectacle qui navrera leur âme d'étonnement et de tristesse, car ils apercevront, c'est ça qui vous est présenté sur cette image, je ne sais pas si vous la voyez bien, sur un tas d'immondices, un groupe de chats et de rats devisant de bonne amitié ensemble et fraternisant aux dépens de l'homme et se partageant sans vergogne les entrailles des pigeonneaux et des lapins de chou. Donc, c'est ça l'histoire ici, c'est que chat et rat ont pactisé en fait. C'est ça la faute du chat et c'est pour ça qu'il faudrait que Toussenel réfléchisse à remplacer les chats par d'autres. Donc c'est cette histoire en fait dont je voudrais témoigner. Je vais prendre un dernier exemple. C'est celui du chat. Le chat a acquis récemment une valeur philosophique tout à fait spectaculaire par une conférence que le grand philosophe Jacques Derrida a donnée en 1997. J'indique qu'à l'époque, il était âgé de 67 ans. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important, parce que ça justifie mon titre suivant, qui est de dire « Pauvre Derrida ». Et oui, parce qu'en fait, que s'est-il passé dans cet épisode philosophique majeur? Derrida explique qu'un jour, il était nu dans sa salle de bain et qu'il a été surpris, en se tournant, de voir qu'en fait, son chat était à la porte et le regardait. Et donc, toute cette réflexion que vous avez ici, il appelle ça une animalséance, pour dire qu'il y a une forme de malséance dans ce fait d'être vu nu par un autre. Et puis cette réflexion sur la nudité, est-ce que les animaux sont nus? Est-ce que les animaux se savent nus? Non, ils ne se savent pas nus, donc ils ne sont jamais nus parce qu'ils sont nus en fait. Vous voyez, donc tout ce raisonnement très intéressant sur la honte, la pudeur, la réflexivité et le rapport qui se joue. Je dis pourquoi pauvre Derrida? Parce qu'il a fallu qu'il arrive à 67 ans pour se rendre compte qu'un animal familier regarde et qu'on peut interagir avec lui. C'est ça qui est tout à fait saisissant, vous voyez. À quoi sert la philosophie si on doit attendre d'être si avancé en âge pour découvrir des évidences que le premier enfant connaît en fait, hein. Donc, pauvre Derrida. C'est passionnant, mais finalement, la première réponse que je ferai, c'est une réplique que lui fait Alain, mais Alain avait écrit bien avant Derrida, donc c'est pas une vraie réplique, mais enfin on peut se servir d'Alain pour répliquer à Derrida. Alain se pose la question par rapport, vous savez, le chat, donc le chat me regarde, et là je me dis, mais quel est ce mystère? À quoi pense-t-il? Alain répond à cette question, que pense-t-il comme il semble loin de nous, le fameux mystère du chat. Et Alain répond, j'ai le bonheur de ne jamais éprouver des sentiments de ce genre. Je ne me soucie point du tout de ce qu'un chat peut penser, non plus de ce qu'un homme peut penser quand il ne me le dit point. Alors Alain est peut-être un peu trop sévère, parce qu'il dit il ne se soucie pas du tout de ce qu'un chat peut penser. En fait, on pourrait penser hâtivement qu'il est en train de nous dire que les chats ne parlent pas. En fait, les chats parlent. Ils nous disent plein de choses. Ils nous disent « j'ai faim », je veux sortir, je suis en rut. Ils disent énormément de choses, les chats, si on les écoute. Mais quand ils ne disent rien, nous dit Alain, il ne s'agit pas de surinterpréter ce qu'ils disent en fait, hein. C'est comme si on est à table ensemble et que vous ne dites rien, je ne vais pas me mettre à culpabiliser sur la raison de votre silence. Vous ne dites rien, je ne vais pas chercher, bon ben là, Alain nous dit,
pas la peine de surinterpréter le silence. Gardons-le comme tel et évitons de le recoder en mystère. Deuxième point qui nous intéresse dans cette affaire derridienne, du chat de Derrida, eh bien, c'est la suivante. Le chat était une chatte. Et ça, je m'en suis entretenu avec Isabelle par courrier, mais il m'est arrivé de participer à un grand colloque où était un derridien éminent, que je ne citerai pas, mais où il parlait donc du chat de Derrida, et je lui ai dit, mais tu sais, cher collègue, aimable et respecté, ce chat était une chatte. Et c'est très important dans l'affaire. Mais oui, parce que si vous êtes un homme nu, un peu vieillissant, et que ce chat est une femelle en plus, vous voyez, ça prend une autre signification. C'est pas n'importe quel animal, une fois. Donc, Derrida l'appelle le plus souvent le chat, mais à un moment, il dit ce chat était une chatte, c'est bien clair. Et mon collègue m'a dit, ah non, je ne peux pas prononcer ce mot. Une chatte, c'est un mot que je ne peux pas dire. Et j'étais stupéfait parce que qu'est-ce que ça recouvre finalement, une chatte? Et quelle est la grossièreté de dire une chatte? Évidemment, je sais ce que veut dire le mot en argot, si vous voulez, ou en langage familier, mais je me suis posé la question, donc je suis allé voir des dictionnaires, vous voyez, parce que je suis très studieux, comme j'ai un bon élève. Petit Larousse illustré, 1936, donné platement pour chatte, femelle du chat. Bon, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas prononcer ce mot. Il a fallu que j'aille chercher un nouveau petit Robert, mais qui était quand même daté de 1996, où après une longue notice, on finissait par lâcher le morceau en coda de l'entrée chat, chatte, familier et vulgaire, sexe de la femme. Ah, c'est donc ça en fait. Un philosophe éminent ne peut pas dire chatte parce que ça évoque le sexe de la femme. Il y a des règles de la décence qu'il ne faut pas enfreindre. C'est clair. Et de fait, si je reviens encore à Montoussenel, qui est en quelque sorte une sorte de Bible sulfureuse, triste amour, écrit-il, s'il est permis, la chatte incarne l'amour, mais triste amour, s'il est permis d'honorer de ce nom les débordements de la courtisane, prêtresse tarifée de Vénus. La société civilisée ne peut pas plus se passer de la chatte que de la prostitution, affreux vampire qu'elle nourrit du plus pur de son sang et de sa chair, et dont elle n'ose se débarrasser dans la crainte d'un mal pire. Donc effectivement, on voit à quel point la figure de la chatte est une figure qui, bien avant de désigner une partie génitale humaine, est surchargée de signification en fait. C'est un texte magnifique où il parle de Cléopâtre, d'énormément de personnages historiques féminins sulfureux, toutes plus sulfureuses les unes que les autres. Et en fait, on ne peut pas lire ces textes sans penser à ce qu'écrivait Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, au tout début, c'est vraiment les premières lignes en fait, où elle dit « l'épithète femelle sonne comme une insulte ». Le mot femelle fait lever chez lui, c'est-à-dire chez l'homme, une sarabande d'images. Donc Toussenel, c'en est un exemple, mais mon collègue, sans doute, l'intérieur de sa psyché n'était guère plus clair. Voilà la sarabande d'images, elle évoque un énorme ovule rond, âpre et châtre, le spermatozoïde agile, monstrueuse et gavée, la reine des termites règne sur les mâles asservis. La menthe religieuse, l'araignée repue d'amour, broie leur partenaire et le dévore. La chienne en rute court les ruelles, traînant après elle un sillage d'odeurs perverses. La guenon s'exhibe impudemment et se dérobe avec une hypocrite coquetterie. Et les fauves, les plus superbes, la tigresse, la lionne, la panthère, se couchent servilement sous l'impériale étreinte du mort. Inerte, impatiente, rusée, stupide, insensible, lubrique, féroce, humiliée, l'homme projette dans la femme toutes les femelles à la fois. Et le fait est qu'elle est une femelle. Et donc là, c'est très intéressant parce qu'on pourrait penser, ou on pourrait s'attendre à ce que la description des femelles animales permette de comprendre les femmes, ou qu'elles servent de point de comparaison pour penser les femmes. C'est ce que dit la conclusion en quelque sorte. Et le fait est qu'elle est une femelle. Donc si on étudie les femelles dans le règne animal, on comprendra mieux la femme. Sauf qu'en fait, c'est tout le contraire qui se passe, et c'est ce que vous explique ici Simone de Beauvoir. Elle vous explique qu'en fait, les hommes n'ont jamais étudié les femelles dans le règne animal. Ils ont projeté sur toutes les femelles de toutes les espèces un ensemble de projections fantasmatiques, de symboles, qui font que finalement, c'est un fantasme masculin de ce qu'est la femme qui se trouve démultiplié et projeté à l'infini sur toutes les femelles du règne animal. La guenon, la chienne, la chatte ou la menthe sont autant de femmes possibles. Toutes les femelles deviennent des femmes
Et on croit parler des bêtes alors qu'on parle en réalité de nous. Bien loin que le concept de femelle donc permette d'éclairer ce qu'on doit penser de la femme, il faut relire toute la littérature naturaliste sur les femelles à la lueur des fantasmes masculins sur les femmes. Donc, voilà en quelque sorte quelques exemples qui nous permettent de couvrir, si vous voulez, cette difficulté finalement de parler d'animal en général, de parler des différentes espèces en faisant l'économie des différentes significations qui sont chaque fois associées à chacune des espèces. Il me reste un petit peu de temps? Oui, encore une dizaine de minutes, ça va, oui? Ouais. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, 19h30. Et l'animal alors, en fait? Et l'animal alors? On voit que, finalement, on a fait ici, avec la femelle, l'expérience d'un anthropomorphisme, on pourrait dire, c'est-à-dire le fait que chaque espèce animale soit vue comme un type de femme, chaque femelle animale soit vue comme un type de femme possible, emblématique, fantasmatique. Est-ce qu'un autre anthropomorphisme serait possible? Je dis oui, peut-être, un zoomorphisme. Alors ça veut dire quoi? C'est le regard inverse qui nous est proposé par Alain, encore une fois, quand il évoque des bêtes que j'appellerais des bêtes emblèmes. Des bêtes emblèmes, c'est quoi? Platon enseignait que les bêtes nous ont été données par les dieux afin de nous faire comprendre la puissance de nos vices et de nos passions. Il y a une pensée animale et un animal contentement de soi dont les bêtes sont comme les statues vivantes. Et toutes les bêtes ne sont pas en cage. Combien de mouflons barbus à figure humaine et combien d'obstinés chevaux et chameaux parmi nous, un peu gracieux et un peu poètes dans leur première jeunesse, mais bientôt pétrifiés, définis pour eux-mêmes, et les yeux fixés désormais sur leur pâture et remâchant toujours le même refrain. Sûrs d'eux-mêmes, sourds aux autres et suivant leur route, toutes leurs pensées ramassées sur leur joie et leur douleur. Donc, c'est ça le zoomorphisme en fait, et ces bêtes emblèmes. On voit qu'il y a deux niveaux auxquels on peut prendre ce thème. D'une part, au niveau de l'idée que voilà, nous voyons les humains comme des bêtes, mais également nous avons cette idée que les bêtes aussi valent comme emblème de la puissance de nos vices et de nos passions. C'est-à-dire, au niveau le plus général, il y a une manière aussi de penser notre rapport aux bêtes, notre connaissance des bêtes, comme emblématique de quelque chose. Alors, emblématique de quoi? Si on revient à la philosophie ancienne, on peut se demander si la question de l'animal, et en particulier celle de son plaisir sexuel, n'est pas finalement une manière de parler de ce que Aristote appelle les appétits concupiscibles, c'est-à-dire tout ce qui concerne le royaume des appétits et de la volupté. En effet, Aristote accorde bien que les bêtes sont dotées de tous les sens, mais il indique qu'elles n'ont de plaisir qu'à la nourriture et à la sexualité, c'est-à-dire aux actions qui impliquent le toucher. On a simplement l'illusion qu'elles prennent plaisir à une image, à un son ou à une odeur. Symétriquement, ces plaisirs, images, sons, odeurs, sont innocents pour l'être humain. Mais en revanche, il doit faire preuve, écrit Aristote dans son Éthique, donc preuve de modération sur ces sortes de plaisirs que les humains ont en commun avec les animaux et qui par suite apparaissent, dit-il, d'un caractère vil et bestial. Et ces plaisirs, ce seraient ceux du toucher et ceux du goût. Donc on retrouve bien ici la manière l'importance de l'alimentation finalement. Se nourrir, c'est pas simplement manger, c'est aussi goûter. Et goûter, ça nous renvoie, dit Aristote, à une forme de tactilité. Tactilité qui est tout à fait déterminante dans la mesure où elle constitue en quelque sorte un risque d'immoralité. De même, Lucrèce, dans le De Natura Rerum, parle du sexe et de la nourriture. Il indique que les plaisirs mutuels de l'acte sexuel lui paraissent constituer l'une des conditions nécessaires pour que les formes vivantes aient pu se transmettre depuis les premiers temps jusqu'à aujourd'hui. Il faut que ces formes
les formes anciennes, aient pu se nourrir et également été dotées d'organes sexuels se correspondant. De plus, Lucrèce range tout acte sexuel sous ce qu'il appelle la domination de Vénus. Il note que la volupté est commune dans l'acte sexuel entre les deux partenaires. Et c'est tout cela qui nous est indiqué par l'observation des animaux, et c'est ce dont Montaigne saura se souvenir, puisqu'il recommande, en s'appuyant sur Lucrèce, aux femmes qui veulent concevoir de beaux enfants d'utiliser la position quadrupède dans leur copulation. C'est bien ça. Donc, royaume des appétits et de la volupté, c'est aussi ce que signifie le monde animal. Alors, il y a des remèdes mythiques qui sont toujours tirés des substances animales, c'est-à-dire la sexualité humaine tire aussi aliment des matériaux animaux pour, comme ça, rechercher la solution de ces problèmes érotiques. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle la tradition des exemples, des bêtes qui servent de type nous permettant d'illustrer certains vices ou certaines vertus. Alors, ce qui est très intéressant dans la question animale ici, c'est que, en fait, ce qui permet aux bêtes de nous servir de modèle, c'est d'abord ce que j'appellerais une conception providentielle de l'ordre naturel. C'est-à-dire, dans l'histoire de la nature, on dira que, dans l'histoire classique, dans la philosophie classique, les bêtes étaient exemptes du péché. Elles n'avaient pas connu le péché originel, et donc elles représentaient une sorte d'ordre, une sorte de modèle possible. C'était les humains qui étaient en fait marqués du poids de la faute. Les bêtes, elles, constituaient une sorte de norme de pureté à laquelle on pouvait se ranger. La difficulté, bien sûr, ici, c'est de savoir quelles bêtes doivent nous servir de modèle. Et cela a donné lieu, dans l'histoire de la philosophie, à de nombreux débats. Vous voyez ici Locke, dans son traité sur le gouvernement civil, qui écrit « La fin de la société entre le mâle et la femelle n'étant pas simplement de procréer, mais de continuer l'espèce, cette société doit durer même après la procréation, du moins aussi longtemps qu'il est nécessaire pour la nourriture et la conservation des jeunes, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient capables de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. » Ici, on voit que Locke s'inspire, en fait, recherche l'origine de la famille dans les conditions qui sont requises pour la perpétuation de l'espèce et en particulier pour l'élevage des petits. Et il va chercher donc des modèles animaux, mais ces modèles animaux sont difficiles à identifier dans la mesure où précisément il faudrait savoir ce qu'est l'être humain à l'état naturel. Il faudrait également savoir, ici je prends un exemple dans un article du dictionnaire historique et critique de Bayle, c'est pas très facile à lire, mais en gros c'est l'histoire d'une impératrice athée, dont on vous explique à la fin que quand elle a voulu se remarier, quelqu'un lui a dit « Vous ne devez pas le faire, vous devez suivre, vous voyez en bas, 3 lignes avant la fin, l'exemple de la tourterelle qui demeure seule toute sa vie lorsqu'elle perd son premier mari. » Et voici la réplique de l'impératrice Barbe. « Si vous avez à me proposer l'exemple des bêtes, proposez-moi celui des pigeons et des moineaux. » Alors pourquoi les pigeons et les moineaux? Parce qu'ils ont la réputation justement de copuler plus librement que la chaste tourterelle, vous voyez. Donc c'est ça la question qui est posée ici. C'est-à-dire à partir du moment où vous prenez un exemple dans les animaux, parce que les animaux sont bien normés, lequel vous allez choisir? Qui allez-vous prendre comme exemple? Quelle femelle va être l'exemple type auquel la femme va devoir ranger son comportement? Alors, ce qui se pose au niveau du comportement individuel de l'impératrice Barbe, ça se pose également au niveau de la société en général, et en particulier la question de savoir si une famille, et si la question des rapports entre les êtres humains doit être comparée à ce qui se passe dans une basse-cour. Bon, Jean-Jacques Rousseau explique que les combats des coqs ne doivent pas ne permettent pas de comprendre l'espèce humaine, vous voyez. Nous ne sommes pas comme des coqs. Voilà. Et de fait, si on s'intéresse un peu plus à ce qui se passe dans les basses-cours, on comprend qu'il y a nécessité de destituer la sexualité animale de sa valeur de modèle. Je donne juste un exemple tiré de Buffon, si j'arrive à le retrouver dans mes notes. Oui, voilà, ici. Buffon précise qu'on voit souvent dans les basses-cours un coq sevré de poule se servir d'un autre coq, d'un chaperon, d'un dindon, d'un canard,
Qui sait, écrit-il, tout ce qui se passe en amour au fond des bois? Qui peut nombrer les jouissances illégitimes entre gens d'espèces différentes? Gens, ici, c'est à prendre au sens d'espèces, vous voyez. Donc, ce noble coq, dont tout montre qu'il est équipé pour dominer les autres, et à commencer par les poules, eh bien, il dispense sa semence dans des vases tout à fait incongrus. Il faudrait ajouter à cela encore l'exemple que Réaumur a observé, celui d'une poule qui serait régulièrement montée par un lapin tout à fait ambitieux et qui l'adore. Ça nous emmènerait trop loin. Je préfère conclure rapidement. Je suis parti avec vous ce soir d'un double refus. Refus de l'assèchement éthologique et refus du laminoir éthique. Buffon lui-même, ici, je voulais vous montrer quand même une des planches de l'histoire naturelle parce qu'elles sont magnifiques. Vous avez ici donc, un pongo, un joko, pardon. C'est pongo et joko, mais là c'est le joko, avec son bâton et en posture bipède. Buffon lui-même, je dirais, donnait le bâton pour se faire battre. La phrase de Condillac que je citais tout à l'heure, hein, qu'il serait peu intéressant de connaître les bêtes si elles ne nous permettaient pas de mieux nous connaître nous-mêmes, peut signifier plusieurs choses. Elle peut signifier que les animaux nous présentent les premiers rudiments de la pensée, qu'ils sentent comme nous et qu'ils pensent comme nous. Et c'est en quelque sorte, ce vers quoi nous acheminent ce que j'ai appelé les éthiciens, les partisans de l'éthique animale. Mais les animaux nous montrent aussi tout ce que peut la matière, mais il leur manque peut-être l'essentiel. Et c'est ce que nous diraient ici les évolutionnistes cartésiens. Elle peut nous dire également que les animaux et les humains ont une histoire partagée, une histoire complexe, qui est une évolution et qui a une histoire changeante au cours du temps. Si bien que les liens qui nous unissent aux bêtes sont certes sans doute contingents, révisables, mais ces liens également nous engagent. C'est pourquoi je plaide pour un humanisme ouvert qui évite soigneusement les deux écueils d'un réductionnisme, c'est-à-dire de la naturalisation de l'humain, et l'écueil de l'égomorphisme, de la projection de la conscience sur l'ensemble des individus créés ou vivants, égomorphisme qui conduit finalement à ce qu'on appelle l'abolitionnisme, c'est-à-dire la volonté d'abandonner toute différence entre eux et nous, et qui nous interdit toute forme de rapport, de relation et d'histoire commune. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous pouvons engager la discussion. Merci. Moi j'avais une petite question autour de la diversité animale, parce que vous avez un peu... Bon, d'abord on voit à quel point c'est une belle littérature déjà, enfin tous ces textes d'évolutionnistes, de naturalistes, enfin, à quel point ça doit être un régal de gravure, d'écriture, avec le Tousnen notamment, que vous nous avez fait découvrir là, qui est vraiment délicieux comme lecture. Effrayant, pas délicieux, effrayant. Mais par exemple, vous insistez beaucoup sur le fait que la philosophie aurait rattaché les animaux à la sensation du toucher ou au plaisir sexuel. Mais bon, moi, c'est vrai que je suis un peu pétrie par le bestiaire de Montaigne, par exemple, où je me souviens plus de Plutarque, par exemple, où il y a déjà indiqué quand même l'idée d'un plaisir esthétique des animaux. Je me souviens, et alors il parle d'une belle anecdote, il s'agit d'une pie qui chantait plutôt bien et qui serait tombée dans une mélancolie, dit Montaigne, parce qu'elle aurait entendu un concert de trompette et elle a arrêté de chanter pour ensuite mémoriser ce chant de trompette, pour pouvoir le restituer. Donc on parle aussi d'un sens esthétique des animaux quand même. Enfin, il y a une grande diversité aussi de littérature, avec, comme il y a une diversité du monde animal, il y a une très grande diversité des littératures sur les animaux aussi, quoi. Du coup, c'est vrai qu'Aristote, je pense, n'ignore pas l'existence du chant des oiseaux, notamment, ou du chant des grenouilles. Kex, coax, là, c'est dans Aristophane, si je me souviens bien.
cette gageure chez Aristote qui consiste à dire, en fait, même quand on a l'impression qu'ils sont sensibles à des sons, en fait, c'est le toucher qui les fait mouvoir. Donc, je pense qu'il y a une volonté un peu paradoxale ou réductionniste, hein, mais qui a une fonction morale et normative, en fait, justement, c'est de montrer que les sens impurs, c'est les sens qui ont rapport au toucher, parce qu'ils nous sont communs avec les bêtes. Donc c'est pas du tout d'ailleurs la même valeur de la bête, c'est-à-dire c'est pas une bête régulatrice, une bête qu'il faudrait imiter, c'est vraiment le sentiment d'une bête dont il faudrait se distinguer. Donc c'est pas du tout une bête exemplaire, celle qui est dépeinte par Aristote, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il y a une très grande diversité. Il y a une très grande diversité des discours sur l'animal, quoi, avec l'idée même d'une spiritualité des bêtes ou un sens esthétique des bêtes chez d'autres auteurs. Oui, bien sûr. Oui, c'était une question au sujet de l'éthique animale, mais pas seulement, mais bon, principalement à partir de là. Je vois pas ce qui vous autorise en fait à la critiquer ou à repousser un peu, disons, cette approche un peu abstraite. Ah, je parle dans le micro. Ouais, je peux parler dans le micro. Cette approche un peu abstraite qui a tendance à réduire au fond l'animal à finalement un être sentant et à ce titre-là porteur de, disons, qui peut faire l'objet d'une considération morale. Le fait que notre rapport aux animaux est beaucoup plus diversifié, que notre imaginaire est beaucoup plus riche, ok, bien sûr, mais à la limite, ça n'a pas forcément de valeur éthique, et même à la limite, on pourrait dire que l'éthique a pour but de critiquer ce genre de choses, ou en tout cas d'en montrer les limitations. Si je veux essayer d'expliquer à quelqu'un qu'il faut être plus généreux, je ne peux pas juste lui dire mais t'es un rat, parce que c'est beaucoup trop pauvre, beaucoup trop limité. On va attendre un minimum de justification, de démonstration. Vers les rats surtout. Je sais pas, un critère au fond, Ouais. C'est-à-dire le travail de la philosophie. On a l'impression ici en fait que vous adoptez, c'est peut-être pas ça, une sorte de relativisme en quelque sorte, qui consiste à dire que notre histoire, l'histoire de nos pratiques finalement, justifierait certaines attitudes à l'égard des animaux. Alors même que justement l'intérêt de l'éthique animale, c'est de réviser ces pratiques, en montrant que certaines sont injustifiées parfois au moins. Ce que je critique, c'est la manière dont la philosophie est annexée à l'éthique, ou la manière dont l'éthique s'annexe à la philosophie en fait. Ça, je le critique. Je critique pas du tout la prétention ou le travail que fait l'éthique dans son champ, pas plus que je ne critique le travail que l'éthologie fait dans son champ. J'ai dit que ce sont des prétentions philosophiques radicales qui consistent à dire on va tout repenser à partir de nous. Les naturalistes, ils repensent tout à partir du phénomène biologique et tout le reste s'ensuit. Les éthiciens, ils veulent procéder à des raisonnements clairs concernant ce que nous devons faire. Voilà. Et dans leur champ, je dirais, c'est parfait. Ce que je refuse, c'est de dire que cette manière d'approcher les phénomènes permet de repenser, d'épuiser l'ensemble de ce qui me constitue, ou de ce qui constitue ce que doit faire la philosophie, ce que sont les êtres humains, et voilà. Et donc moi, ce que je ne cesse de répéter, c'est pas que l'éthique a tort, je dis qu'elle est très intéressante, l'éthique, dans son champ. Mais ce que je refuse, c'est que, en quelque sorte, la manière dont l'éthique veut se constituer comme l'alpha et l'oméga de tout ce que nous devons faire et penser. Et de fait, c'est sa prétention. Mais je trouve cette prétention extrêmement dangereuse, c'est-à-dire qu'au-delà d'une détermination très abstraite sur ce qui est bien et ce qui est mal, et voilà, dire que l'ensemble de l'existence humaine se réduit à l'éthique, à ce que l'on doit faire en fonction de principes qui pourraient être démontrés en quelque sorte, c'est très bien au niveau de la philosophie, mais que ça veuille envahir l'ensemble de l'existence, ça me semble suspect en quelque sorte. Et c'est en ce sens que pour moi, ça relève plus d'une pratique qu'on pourrait dire religieuse que d'une pratique véritablement philosophique. Parce que pour moi, les gens qui veulent me démontrer qu'ils ont la vérité et qu'ils veulent m'en convaincre, c'est très bizarre comme manière. Je n'aime pas les catéchismes en général. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois penser, ça me révulse en quelque sorte. J'ai une réaction instinctive, vous voyez, qui me braque. Donc c'est en ce sens que ça peut choquer parfois, mais quand je dis l'éthique ne doit pas gouverner l'ensemble de nos comportements, et ne gouverne pas l'ensemble de nos comportements, certains me disent « mais c'est scandaleux ce que vous dites, parce que évidemment tout le monde veut être bon et juste, et c'est ça qui est important. » Oui, eh bien, soyons bons et justes. En fait, c'est ça, c'est un peu l'objection que Nietzsche faisait aux chrétiens, ou aux gens qui ont la foi prétendument, en disant « s'il y avait une seule personne qui a véritablement la foi, elle ne pourrait pas vivre ici. Elle serait nécessairement en train de marcher dans le désert, de prêcher, de se donner entièrement
de se dévouer entièrement aux miséreux, aux pauvres, à sauver des vies. Mais vous voyez, ça nous met tous en porte-à-faux en quelque sorte. Nous vivons tous en porte-à-faux. Il n'y aurait pas de musée si l'éthique était primordiale, vous voyez. Ou alors il y aurait des musées uniquement pour éduquer les masses à la morale. Mais il n'y aurait pas de café, vous comprenez? Il n'y aurait pas... Moi je pense tout le contraire. L'existence humaine n'est pas régie par l'éthique. L'existence humaine est régie par l'oubli. Et l'oubli joyeux du mal en fait. Et du premier de tous les mots qui est peut-être la mortalité en fait. Oui. Donc... On est aussi une société régie par la communauté et par des lois. Et pour questionner ces lois, au jour d'aujourd'hui, on a aussi besoin de l'éthique. Parce que sinon, le pouvoir de faire une loi reviendrait à une personne avec toute sa subjectivité, qui existe aussi dans l'éthique, mais qui permet un peu de réguler. Je voyais aussi comme un peu un effet protecteur, même s'il il a ses limites, que vous nous avez réinterrogées, et heureusement. Et je ne la compare pas du tout non plus à un catéchisme, c'est parce que aussi au code social, régi par ces lois, et je me dis que des fois les débats autour de grands sujets permettent quand même aussi de... C'est pas l'éthique qui fait la loi, c'est la politique. C'est la politique. Oui, mais au nom de l'éthique, c'est-à-dire c'est pas au nom de l'éthique, ce sont au nom de coalitions d'êtres humains qui se mettent d'accord pour dire chez nous on va faire comme ça. Et l'éthique on s'en fiche. C'est-à-dire on s'en fiche que ça soit vrai ou faux, bien ou mal. Nous décidons de faire comme ça. Vous comprenez? C'est très important. Et ça peut être des gens qui sont d'accord pour qui sont pas du tout d'accord sur le fond, mais qui se mettent d'accord, qui sont contre quelque chose, voilà. Quand on dit non au traité constitutionnel européen, on s'en fiche de savoir si les gens qui votent non sont d'accord. On leur demande juste, à un moment ils disent tous on n'est pas d'accord. Quand ils disent on va quitter l'Europe, on n'est pas d'accord. La politique, ça n'a rien d'éthique. La politique, ce sont des coalitions d'intérêts qui à un moment se rencontrent. C'est très amoral la politique. Et pourtant, c'est la politique qui fait la loi. Pour moi, justement, les comités d'éthique permettaient un petit peu... Ah, le comité d'éthique. Ce sont des lois très spécifiques dont il est question. Oui, non, mais je sais pas comment exprimer, mais je trouve qu'ok, on peut interroger les limites de l'éthique, mais je trouve que c'est aussi un point de vue qui permet quand même de s'interroger différemment sur justement les politiques actuelles. Encore une fois, je ne rejette pas l'éthique complètement, je dis elle a son intérêt. Après que pour savoir si telle femme a droit ou non à avoir une procréation médicalement assistée remboursée par la sécurité sociale, vous comprenez que alors on interroge des philosophes, on interroge des religieux de toute obédience parce qu'on veut être égalitaire et non discriminant, vous comprenez? C'est quoi l'éthique en fait? L'éthique, c'est, pour moi aussi l'éthique, ce qui fonde l'éthique, c'est la difficulté de trancher un certain nombre de situations. Ce qui fait la difficulté de l'éthique, c'est précisément qu'on est obligé à un moment de s'engager dans une direction, de faire un choix, et que ce choix il est coûteux, et qu'il n'y a pas de bon choix, qu'on est face à des dilemmes, face à des situations qui sont de toute façon douloureuses à trancher. Voilà, c'est ça qui exige l'éthique. Et on est bien loin de l'idée qu'il y aurait des principes très clairs dont on pourrait tout déduire et qui nous indiqueraient la lumière. S'il y a l'éthique, c'est qu'il y a réflexion et débat, voilà. Et c'est important d'avoir cette réflexion, bien sûr, je ne le nie pas. Je ne le nie pas. Une personne qui décrète les lois selon lui, son bon vouloir, alors là... Ne pensez pas que, comment dire, je suis quelqu'un qui refuse tout engagement en faveur du juste, du bon, du bien, au contraire. Sachant qu'il y en aura un de fait, c'est ça que je veux dire. Il y en aura un de fait. Dans une communauté où on doit partager un minimum de... Il y a un état de fait. Il y a un état de fait. Et je veux dire, c'est en partant de là que je la trouve intéressante, c'est que je la vois comme un peu une entité un peu protectrice. Si effectivement, et ça ne traduit pas une réalité, la réalité, la réalité. Bale, que j'ai cité tout à l'heure, au XVIIe siècle, en pleine guerre de religion, évoque le personnage de l'athée vertueux. L'athée vertueux. Ça veut dire qu'en fait, au fond, il y a une lumière naturelle que nous avons tous en partage. Et nous n'avons pas besoin de nous adosser, comme je suis adossé à ce poteau-là, à un code qui serait prescripteur, en fait. Donc, c'est un peu cette croyance-là qui fonde, en quelque sorte,
ma colonne vertébrale, c'est-à-dire l'idée que finalement, les ratiocinations sur le bien et le mal, ça n'a de valeur que parce qu'au fond de nous, nous savons ce qui est bien et mal en fait. Et nous adhérons à des raisonnements parce que ça nous semble logique en quelque sorte, ça nous semble aller de soi. Hein. Mais à partir du moment où on se rend compte que tout le monde n'est pas d'accord, justement sur ce qui va de soi, que ton ça va de soi n'est pas le mien, ben c'est là qu'il va falloir prendre des décisions qui sont plus d'ordre éthique, mais qui sont d'ordre politique, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des rapports de force qui entrent en jeu et effectivement, il y a des luttes. Voilà. Il y a des luttes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mouvement vegan, il ne s'en tient plus simplement à écrire des livres de philosophie ou à des traités de diverses obédiences philosophiques, utilitaristes, kantiens, etc. Le mouvement vegan, aujourd'hui, il est dans la rue, il est dans les gens qui se ligotent devant les boucheries ou qui caillassent ou taguent. Voilà, parce qu'en fait, à un moment, l'éthique c'est bien, mais à un moment, il faut entrer dans la lutte, en fait. Dans une lutte qui n'est pas simplement une lutte d'idées. Oui, ça d'accord. D'accord. C'était pour moi une des voies protectrices de la réflexion. Absolument. Oui, ça on pourrait dire, ces mouvements, quand les végans descendent dans la rue, ils crament une boucherie, on peut aussi, donc c'est pour obtenir un certain effet politique. On peut aussi peut-être voir le truc différemment. Moi, j'aurais tendance à voir qu'il y a une classe de la société qui est en lutte contre une autre. Elle va utiliser le rapport à l'animal comme moyen de lutte, mais c'est pas son rapport à l'animal qui crée la lutte. La lutte, elle est déjà là. Elle se diversifie suivant les époques, ici ou là, quoi. Je voudrais poser une question sur l'imaginaire qui me semble quand même davantage le propos. Ici, la question de l'imaginaire, parce qu'on est assez frappé par le caractère visionnaire de l'imaginaire, en fait. Je pense à des textes très anciens sur les animaux, où on a l'impression quand même de fantaisies qui sont dites comme des fantaisies, et quand on regarde la science actuelle, finalement, et des choses très objectives dites sur les animaux, on a l'impression que l'imaginaire disait déjà beaucoup de choses sur les connaissances qu'on considère maintenant comme objectives sur l'animal. Donc il est vraiment étrange cet imaginaire, je trouve. Oui, il est riche, il est inspirant, il est ressourçant en fait, c'est ça aussi. C'est ça que je voulais dire par rapport à je dirais pas la critique que je fais de l'éthique, mais disons le pas de côté que je propose par rapport à l'éthique. C'est dire, j'ai dit que c'était asséchant. C'était asséchant au sens où les ressources à partir desquelles nous vivons et nous pensons, notre rapport à des réalités aussi diverses et variées que sont toutes les formes de vie animale, ces ressources-là, elles sont riches et elles nous inscrivent dans une histoire qui est profonde, qui est psychique, qui est symbolique. Donc c'est ça que je veux dire, c'était ça le sens de ce que vous avez appelé tout à l'heure mon relativisme en fait. C'était simplement dire la philosophie n'est pas faite que de ratiocination, de raisonnements qui vont de A à B, et de démonstrations logiques et rigoureuses, je pense. Notre devoir en tant que philosophe aussi, c'est un peu d'élargir le champ par rapport à des disciplines, qu'elles soient scientistes ou éthicistes, je dirais, mais qui essayent au contraire de nous faire penser sur une seule ligne en fait. C'est un peu le sens des essais de Montaigne qui vont un peu qui s'emploient surtout à déconstruire des thèses. Voilà, c'est un peu ça. C'est une pensée qui est à la fois qui doit être nécessairement critique dans ses ambitions. Et donc, par rapport à toute forme de dogmatisme futile, le mieux intentionné. Alors, je crois que la plupart des dogmatismes sont toujours extrêmement bien intentionnés. Hein. La colonisation était très bien intentionnée. Voilà, bon. Je ne sais pas si on va terminer sur ce mot-là, mais c'est l'heure de terminer. C'est oui. Il faut libérer tout le monde. Bon, merci de votre attention. À bientôt.